Ça fait plus de 10 ans que je suis journaliste et avant de présenter ce podcast, j'étais correspondante en Israël et dans les territoires palestiniens pendant plusieurs années. À Jérusalem et en Cisjordanie, il y a régulièrement des manifestations très violentes. Des épisodes dangereux où il y a souvent des blessés, voire des morts, parmi les manifestants et parmi les journalistes. En Cisjordanie, l'armée israélienne tire de temps en temps à balles réelles. Mais le plus souvent, elle utilise des balles qui sont enrobées de caoutchouc. Alors elles ne sont pas censées être létales, mais dans les faits, elles peuvent aussi tuer, par exemple si on est touché à la tête. Le risque, c'est aussi de perdre un œil ou d'être défiguré. Quand j'étais au milieu de ça, je me disais pas grand-chose en fait, parce que c'est surtout des réflexes qui guidaient mon corps. Mais avant ou après, ça m'est arrivé de m'interroger sur pourquoi. Pourquoi se mettre dans une telle galère ? Il y a l'adrénaline évidemment, il y en a qui sont accros. Mais c'est surtout que si on n'est pas là pour dire que ça se passe, alors il n'y a personne pour dire que ça se passe. Ça peut paraître idiot parce qu'il y a des tas de journalistes et si c'est pas moi, ce sera un autre. Mais c'est difficile de se mettre volontairement dans des situations risquées si on n'a pas l'impression de servir quelque chose de plus grand que soi. En l'occurrence, pour moi, l'information. Je me mets en danger, d'accord, mais au moins, ça sert à quelque chose. Si je vous raconte ça, c'est qu'aujourd'hui, dans Travail en cours, on vous propose 3 histoires. 3 histoires de gens qui travaillent hors de leur domicile, partant de Covid-19. Des gens qu'en ce moment, les politiques et les journaux ont baptisé les héros du quotidien. En fait, c'est d'abord des humains, confrontés à une mission qui les transcende et qui parfois les dépasse. Eux aussi, ils doutent, ils ont peur, ils hésitent. Il y a Marie-Solène que vous allez entendre. Elle est sage-femme et elle souffre de symptômes sérieux de ce virus qu'elle a probablement attrapé à l'hôpital. Il y aura aussi Mathieu, journaliste, et Fanny, caissière. Je m'appelle Marie Semelin. Bienvenue dans Travail en cours. Fanny Macagnon est caissière dans le sud-est de la France. Ces dernières semaines, avec le confinement à cause du coronavirus, on a sûrement plus entendu ces hôtes de caisse qu'en une décennie. D'habitude, leur parole est inaudible, alors si elles trouvent enfin une place, tant mieux. Avec cette crise sanitaire, Fanny a changé de regard sur son métier. Maintenant, elle le considère comme vraiment utile et elle se rend compte qu'elle prend des risques tous les jours pour permettre aux autres de se nourrir. Elle a échangé avec Louise Merlet. Quand je fais 6h, 13h comme emploi du temps, que le magasin ouvre ses portes à 8h30, de 6h à 8h30, ça va. Je fais mon travail, je prépare mon rayon, je prépare selon mon poste que j'ai à faire. Dès que les portes s'ouvrent, on commence à avoir l'angoisse, une boule de stress qui monte parce que on sait que quelque part, on est en danger. Ou alors, nous-mêmes, on met des gens en danger, même si maintenant on est protégé, malgré tout, on vit avec la peur de tomber malade, tout simplement, de tomber malade. Et ça, c'est c'est pas agréable d'aller à son travail, en fait, avec une angoisse permanente dès que les portes s'ouvrent, en fait. Chose qu'on n'a pas avant que les clients n'arrivent. Mais là, malheureusement, après, on a un sentiment comme s'il y avait la peste, en fait, et que les gens s'évitent, et c'est pesant, en fait. C'est pas agréable et c'est stressant. C'est stressant. Disons que j'aimerais un peu plus de reconnaissance parfois de la part de la clientèle parce que justement, on est là à remplir les rayons, à servir, alors qu'on pourrait éventuellement être chez nous confinés comme les autres, même si c'est pas une situation idéale, mais on pourrait ne pas se prémunir, garder notre santé correcte, alors que là, on est là pour eux et que certains ne se rendent pas compte en fait que quelque part, on leur rend bien service en étant là et il y en a encore qui ne s'en rendent pas compte. On a des gants en latex, on a le gel hydroalcoolique, on a un plexiglas qui protège la caisse, qui sépare la caisse du client. Et on a les lunettes de protection et des masques. Mais bon, il y a toujours un danger, toujours un risque. On fait plus d'erreurs de caisse parce que l'écran tactile
marche pas bien avec les gants, donc du coup, il faut bien faire attention, mais en même temps, faut faire attention quand le client paye, l'argent, enfin, ne serait-ce que les caisses monnaie. On a essayé de mettre en place un système, on voudrait que les gens payent plus en carte bleue parce que c'est eux qui manipulent leurs cartes et pas nous. Mais bon, ça, c'est pareil, on peut pas empêcher malheureusement les paiements en espèces et toucher les espèces, on peut pas se laver les mains à chaque transaction. Donc, on a des lingettes désinfectantes, mais bon, vous pouvez pas passer, enfin, on essaye, mais voilà, c'est pas toujours facile de passer entre chaque client un coup de lingette sur l'appareil à carte bleue, un coup de lingette sur votre caisse, voilà, on ne fait que ça, quoi. Donc, en fait, on vit constamment en se disant, enfin, voilà, autant là, je l'ai chopé parce que j'ai pas passé ma lingette à ce moment-là et que c'était telle personne ou tel paquet ou qui est contaminé. Mais voilà, donc après, voilà, vous priez, c'est tout. Je me suis bien rendu compte qu'à partir de cette crise, mon travail est absolument nécessaire, voire même, je dirais même indispensable. Pour moi, mon travail est extrêmement important et c'est vrai que cette crise fait que je me rends compte encore plus que mon travail est important. Et quelque part, c'est valorisant, ça. Là, je suis fière d'aller travailler parce que j'ai vraiment l'impression de me rendre utile et je me rends vraiment compte de ce que je peux apporter à la société et mon regard sur mon travail change. Je me sens plus valorisée. Moi-même, en fait. Même si les gens ne se rendent pas compte de ce que je fais ou pas tous, moi, je m'en rends compte. Et donc, du coup, ça me rend fière de moi. Je suis fière de pouvoir dire, je vais travailler, je vais quelque part nourrir une partie de la population. Et si j'étais pas là, si moi et mes collègues n'étions pas là, bien sûr, je peux pas être toute seule, mais on est un maillon de la chaîne et on est indispensable. Et quelque part, vu que c'était un métier au départ qui ne demande pas de qualification spéciale et qui n'est pas valorisé dans la société actuelle, et là, je me sens très valorisée au contraire. Presque une héroïne. J'exagère, mais pas loin. Presque. Voilà. Le regard des gens, les gens, là, depuis qu'on a les protections aussi, là, je pense qu'ils ont pris conscience, peut-être un peu plus en ayant les masques et les lunettes, de voir que finalement, il y avait quand même un risque pour nous. J'ai beaucoup plus de bon courage, merci d'être là. Maintenant, je pense que comme tout, ça ne va pas durer dans le temps. À la fin de la crise, quelques mois plus tard, tout sera oublié. Et ça ne va pas changer sur le fond. Par contre, moi, ça va me changer à jamais. En fait, ça va me changer à jamais parce que je fais quand même un métier honorable et j'aurais été là quand on avait besoin de moi et je peux être fière de moi et je suis fière de ce que je fais et je pense que ça va rester. Cette crise va me faire dire, oui, ton métier est indispensable, en fait. Je pense qu'on est vraiment, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmière, mais on est quand même là et on a une part importante. Là, on a notre place dans la société, je trouve. Voilà. Et donc, oui, moi, en tout cas, mon regard sur moi va changer, oui, ça c'est sûr, et restera. C'est clair et net. Dans les supermarchés, les employés n'ont pas vraiment le choix d'aller travailler ou pas en temps de pandémie. S'ils refusent, ils peuvent craindre de perdre leur emploi. À France Info, c'est différent. Les journalistes qui vont sur le terrain pour des sujets concernant le Covid-19, ils sont tous volontaires. Ils s'exposent au virus en faisant leurs interviews en face à face, en tenant leur micro près de la bouche des gens ou en allant dans les hôpitaux pour rapporter ce qui s'y passe. Mathieu Mondoloni, journaliste, garde avec lui son matériel d'enregistrement et une fois le reportage terminé, il met tout dans un grand sac poubelle avant de commencer à désinfecter. Il se lave, il change de vêtements et il se demande si ça vaut la peine de prendre ces risques pour un reportage. Je devais aller à Marseille, moi, à l'origine, pour couvrir le premier tour des élections municipales. Et en fait, ils ont demandé à quelqu'un d'autre du service d'aller à Crépy-en-Valois. Et la personne n'a pas souhaité y aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Donc, c'est là où ils ont inversé. Donc, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, on va te débrancher de Marseille. Est-ce que toi, tu acceptes d'aller en Crépy-en-Valois ? Et moi, là, j'ai dit oui. Voilà. On m'a demandé si je pouvais aller assurer le premier tour là-bas, parce qu'évidemment, c'était un premier tour un peu particulier dans une ville où il n'y avait pas eu de campagne, puisque sur les 8 candidats, il y en a 3 qui étaient confinés. Il n'y a pas eu de réunion publique. Eux, ça faisait déjà 15 jours qu'ils étaient en stade 3, quoi. Donc, je suis parti là-bas, là aussi avec les précautions d'usage, masque FFP2, des gants, du gel hydroalcoolique, une perche. Moi, quand on m'a demandé si j'étais volontaire, j'ai évidemment regardé ça. Et après, j'ai réfléchi. Et la vraie question, en fait, ça n'a pas été est-ce que moi, je peux l'attraper ?
C'est plutôt est-ce que moi je peux le propager. Voilà, et ça c'est une vraie question. Et c'est là où moi ça m'inquiète et ça m'a posé problème, et un vrai problème déontologique. C'est-à-dire de me dire moi je veux continuer à faire mon métier, j'ai pas peur, mais après c'est pas seulement moi en fait, c'est les autres. Je pars du principe désormais que je l'ai. C'est pas forcément vrai, j'en sais rien, j'ai aucun symptôme, encore une fois je le répète, tout va bien. Mais je pars de ce principe-là, je pars du principe j'ai le virus. Donc quand je vais travailler dehors, quand je vais aller rencontrer les gens, quand je vais faire mon métier de journaliste, je risque de le propager. Je risque de le donner à quelqu'un. Et alors là, moi, il y avait l'autre question, c'était est-ce que finalement les reportages valent le coup ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut sortir ou est-ce que, à l'heure du télétravail, je peux pas faire des directs sans parler aux gens, voire faire des directs de chez moi pour raconter des choses que je peux voir, faut faire des papiers ou, enfin voilà. Et alors là aussi, il y a eu débat, par exemple, débat, c'était pas un débat, mais on s'est consulté entre reporters du service parce que il y en a qui sont pas à l'aise et je comprends tout à fait. Moi, j'ai dit. On a un rôle démocratique aussi à un moment. Quand je dis démocratique, je dis pas que la démocratie est en danger, mais il y a un rôle démocratique, c'est-à-dire celui, alors de pouvoir donner la parole aux gens, ce qui est très important dans ces moments-là. Il y en a plein qu'on fait au téléphone et c'est très bien, mais à un moment, il n'y a rien qui remplace aussi le fait de sortir dehors, d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui est au téléphone, alors non pas que je doute de la parole des auditeurs, absolument pas, mais je veux dire, quelqu'un qui est au téléphone peut dire ce qu'il veut, nous, on n'est pas là pour le voir. Et à un moment, des journalistes, on a aussi des yeux et des oreilles et des bouches pour aller voir ce qui se passe, pouvoir le raconter. Moi, il y a quelques années, on était à Saint-Martin, quand il y avait eu l'ouragan. Et en arrivant à Saint-Martin, tout d'un coup, il n'y avait plus rien. On n'avait plus rien du tout. Hein. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de radio, plus de médias, etc. Et Radio France avait monté ce qu'on avait appelé Radio Urgence Île du Nord, qui était la seule radio qu'on captait à Saint-Martin, qui était faite depuis Paris, et où ils donnaient toutes les informations pratiques, distribution d'eau à tel endroit, l'aéroport va réouvrir à telle heure, vous pouvez partir à telle heure, enfin voilà. Et en fait, il y a plein de fois, mais c'était pas du tout un complot, c'est juste qu'à un moment, les autorités qui géraient pour beaucoup aussi depuis Paris la communication, envoyaient des communiqués à Radio France ou à Radio Urgence Île du Nord à Paris aussi, que ces informations étaient données à la radio, et c'est arrivé plusieurs fois qu'elles soient fausses. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, on s'est rendu compte que quand on entendait sur notre radio d'urgence dire l'aéroport a réouvert depuis 11h ce matin, vous pouvez y aller, etc., et que nous, on était à l'aéroport et qu'on voyait qu'il n'était pas ouvert et que les gens devenaient dingues parce qu'ils continuaient à arriver sur plein cagnard et que c'était pas une fake news, c'est juste que l'info qu'on avait des autorités, du ministère, c'était celle-là, et que si nous, on n'avait pas été sur le terrain pour dire attention, donc on appelait la radio en disant attention, c'est pas vrai, ça va peut-être être le cas, mais pour l'instant, ils sont peut-être avancés un peu vite. Ici, l'aéroport n'est pas ouvert, là-bas, il n'y a pas de distribution d'eau, il n'y a pas de distribution de nourriture à telle heure, le couvre-feu est maintenu à 18h, enfin voilà, il y avait plein de choses qui, nous, journalistes, dans notre mission, nous ont permis de donner des vraies infos. Et moi, j'ai repris cet exemple de Saint-Martin aujourd'hui, alors non pas qu'on soit sur une île ravagée par un ouragan avec des conditions de vie très compliquées, mais tout simplement parce que je pense que notre métier démocratiquement a toujours cette utilité. C'est-à-dire il faut qu'on aille dehors et qu'on puisse à un moment, et ça peut arriver, où je ne sais pas moi, le ministre de l'Intérieur dirait c'est fabuleux, des barrages ont lieu, sont mis en place partout en France, les gens respectent scrupuleusement ce qui leur a été demandé. Moi, si je suis dehors et que je vois qu'il n'y a pas de barrage et que les gens ne respectent rien, je pourrais dire que c'est... Et inversement, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, j'y serai, je témoigne de quelque chose. Voilà. Et je pense que notre mission de journaliste, elle a aussi ce rôle-là, quoi. C'est à un moment, dans les situations les plus compliquées, encore une fois, sur la base du volontariat et sans se mettre en danger, sans mettre en danger les autres, on est là aussi pour faire en sorte que l'information soit réelle, vraie, et que les gens ne paniquent pas. Et on l'a vu depuis quelques jours. Je veux dire, les gens paniquent, les gens s'inondent de fake news, de boucles de messages débiles avec l'ami du préfet qui aurait vu que des convois militaires qui passent sur l'autoroute. Enfin, voilà. Mais là aussi, moi, j'ai connu tout ça dans d'autres pays. J'ai connu tout ça à Saint-Martin, où on parlait aussi de complots, de morts qu'on cachait, d'armées qui débarquaient. Enfin, voilà. C'est toujours très compliqué. Et notre rôle, je reviens encore une fois à ça, et en toute modestie, il ne s'agit pas de dire qu'on est des chevaliers blancs, mais on contribue à un ensemble qui fait qu'on est là pour donner de l'information et la vérifier, et notamment en allant sur le terrain et en la regardant, en la voyant de nos yeux, quoi. Alors évidemment qu'après, entre reporters, il y a toujours ce côté, j'ai envie d'y aller, et puis si je dis non et que lui dit oui, voilà, évidemment que ça existe. Il faut absolument pas rentrer là-dedans. Enfin, je veux dire que des fois, on se tire la bourre pour, bien sûr, moi, j'ai pas peur d'aller en Syrie, j'ai pas peur. Ouais, là, c'est pas la même chose. Et que c'est vraiment, on a affaire à alors sans reprendre les expressions politiques, mais effectivement un ennemi invisible. C'est-à-dire il n'y a pas de ligne de front, on ne sait pas où est le danger. Il peut être en tenant une barre de métro, en faisant 2 arrêts, comme à serrer la main quelqu'un dans la rue, ou à mal tousser. Enfin voilà. Et puis après, il y a vraiment mon métier de journaliste où je reviens là-dessus, où je me suis dit, il faut que je puisse le faire parce qu'il y a des gens qui attendent ça. Il y a plus de raisons pour moi de continuer à couvrir dans ces moments-là que d'arrêter de couvrir.
il faut rester derrière la ligne, juste ici. Hein ? D'accord ? Mais bientôt je serai en forme et je pourrai revenir vous faire plein de câlins et plein de bisous. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Marie Solène. Elle est sage-femme à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Elle a des symptômes sérieux du Covid-19, alors elle est alitée chez elle, et en fait elle n'attend qu'une chose, aller mieux pour pouvoir retourner travailler. Dans les moments de répit que lui laisse le virus, elle m'a envoyé ses notes vocales. On savait que les sages-femmes et les personnels soignants, on allait forcément être très exposés et donc on allait l'attraper un peu un par un. Et donc c'est chose faite pour moi et c'est vrai que depuis mercredi, je suis un peu malade, je suis même bien malade parce que c'est pas une grippette en fait. Enfin, en tout cas chez moi, c'est pas comme ça que ça se manifeste. Mais je vais essayer de raconter un peu dans l'ordre comment tout ça s'est passé. Le dimanche, il y a quelques échanges avec des collègues, certaines qui disent « Moi, je suis enceinte, qu'est-ce que vous en pensez ?» Juliette, qui est diabétique de type 1, a dit « Moi, je pense que je vais arrêter de venir bosser. » On a 2-3 collègues qui sont BPCO, donc c'est pareil, on leur a demandé... elles ont spontanément dit « Voilà, je considère que je suis très à risque et j'ai pas envie de mourir, donc je me mets en arrêt. » Donc en fait, très rapidement, le dimanche, il y a plein de filles qui se sont mises en arrêt. Je commence à sentir un petit peu qu'il va se passer quelque chose d'assez différent dans mon métier. Je vois tous mes copains qui partent à la campagne. Mais nous, il faut qu'on reste. Il faut qu'on reste à Paris parce que moi, il faut que je travaille et donc on peut pas partir. Voilà, j'hésite un moment à envoyer Guillaume, mon conjoint et les enfants en disant allez-y, moi je reste, tant pis, je vais à la guerre pendant 2 mois et puis vous partez. Mais voilà, c'est pas une solution pour Guillaume et puis je vais pas travailler tous les jours et puis voilà, on fait ça en famille et puis de toute façon, il faut plus bouger en fait, faut pas aller à la campagne, c'est une bêtise. Le confinement avait été déclaré à midi et là il était 17h quand je me suis dit je vais partir au boulot. Voilà. Et c'est comme ça que, sur la route pour aller au travail, je me suis retrouvée dans ma voiture en me disant « Mais qu'est-ce qui va se passer là ? Qu'est-ce que je vais vivre ?» Et on commençait à avoir des échos un peu glauques de ce qui se passait en Alsace, en Italie. Je ne sais pas si les communautés de sages-femmes, de soignants... Enfin bon, moi forcément, je suis très dans des groupes Facebook où il y a beaucoup d'échos, beaucoup de trucs. Je voyais que des histoires glauques sortir à droite à gauche, c'est une prise de conscience un peu tous les jours, quoi. Tous les jours, tu te dis oui, ah oui, ça y est, ça arrive, c'est vrai. Et du coup, voilà, quand je suis montée dans la voiture pour aller à ma garde, je me suis dit comment j'ai envie de faire ce moment. Du coup, je suis paumée, quoi, un peu comme tout le monde. Donc voilà. Et puis, en même temps, j'ai une partie de moi qui a envie qui a envie de rester une sage-femme et de me dire que c'est mon devoir professionnel. Et puis inversement, une partie de moi qui me dit mais sauve ta vie et sauve celle de ton mari et tes enfants. Et voilà. Et je sais que le lundi soir avec mon mari, on a une grosse conversation sur voilà, il était mais te mets pas en danger, si tu le sens pas, t'y vas pas. J'étais mais en fait non, Guillaume, t'as signé, quoi. T'as signé avec une sage-femme. S'il y a bien un moment où j'ai pas envie de me défiler, c'est maintenant. Après, oui, j'ai pas envie de faire l'héroïne, mais parce que j'ai envie de vous protéger. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix, en fait ? Donc voilà. Donc je suis partie à cette garde avec beaucoup d'appréhension, avec une rage de bien faire mon travail et puis une rage surtout de bien me protéger, moi. Donc bon, j'ai beaucoup réfléchi sur est-ce que ça va se passer comme ça, je savais pas trop. Donc en arrivant à ma garde, ce que je savais, c'est que toutes les femmes enceintes du 3e trimestre à l'hôpital doivent porter un masque. C'est vrai que oui, c'est sûr que nous, on a eu quelques masques, on les cachait un peu, on se les refilait. J'avoue qu'on n'a pas eu une pénurie complète. Les cadres ont vite mis des masques de côté dans leur bureau sous scellé. Donc après les gardes, on se refilait les clés entre sages-femmes pour être sûr que les gens n'en abusent pas.
Et donc, moi, j'ai pu, depuis, on va dire 10 jours, travailler avec un masque, mais bon, impossible de le changer toutes les 3 heures. Plus de solution hydroalcoolique, ça, on était qu'au savon. Et puis voilà, puis en plus de ça, manque de plein de choses, de blouses, de Charlotte, de kits pour les chambres. Par exemple, quand une patiente est en isolement, on doit mettre normalement une petite colonne devant la porte avec un panneau, avec écrit, avec une poubelle, où il faut enlever les vêtements sales et tout. Ça, on n'a pas ça depuis 2-3 ans, quoi. Donc voilà, donc j'ai du mal à penser que vu qu'en temps normal, déjà quand il y a des grippes, les protocoles sont pas très bien suivis parce qu'il n'y a pas d'argent, je vois pas comment ça peut bien se passer là en fait. C'est évident. Voilà, depuis mercredi matin, du coup, j'ai des symptômes assez clairs du Covid. Franchement, c'est 4 jours horribles. Moi, je sais pas, j'ai peut-être tiré le mauvais numéro, mais en tout cas, le Covid, ça me fait pas juste une grippette. J'ai jamais été aussi oppressée, aussi angoissée de toute ma vie. Et bon, quand j'ai commencé à enregistrer cette histoire-là, mercredi, jeudi, je pense que j'ai commencé à enregistrer. Et j'ai pas enregistré vendredi et samedi. Je me suis dit, putain, ça serait horrible si je mourais là, de mon Covid. Les dernières choses que j'aurais laissées à ma famille, c'est des enregistrements pour un podcast, quoi. C'est horrible ce que je dis, mais j'ai quand même un petit moment eu un peu peur de mourir. Et cette angoisse, elle est un peu là quand j'ai des espèces de crises un peu de thorax là qui me prennent, où je me dis putain, j'espère que je vais pas mourir quand même. Hein. Horrible ce truc. Et puis en même temps, t'as à côté, je continue à recevoir des mails de mon boulot. Et j'ai l'impression vraiment d'être une grosse naze, quoi. De pas assurer du tout, de devoir laisser les autres partir au front à cause de moi. Ça me frustre un peu. Et puis en même temps, je suis tellement dans le mal que, en fait, je pourrais même pas les aider, en fait. Les professionnels, on est sur 2 fronts. On est sur le front de soigner les gens qui sont malades et puis et puis ne pas se faire infecter comme la plupart des gens, quoi. Et je reviens sur ce côté un peu sacrifice que les non-soignants ont parfois un peu du mal à comprendre. Dans le sens où j'ai pas du tout l'impression d'être un héros en allant à mon travail, en fait. Moi, j'ai choisi de faire ce travail-là parce que c'est ça qui m'anime, parce que je suis contente d'aller au boulot le matin, parce que j'ai une reconnaissance directe. Et parce que, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. On va peut-être devenir des héros, entre guillemets, parce que on va être les seuls à continuer à bosser, mais moi, j'ai pas du tout cette âme de militaire qui part au front et qui a pas peur et tout. Si, franchement, j'ai peur. Mais c'est vrai que nous, on a l'impression les soignants, enfin, je dis nous quand je parle des sages-femmes, mais d'être complètement oubliés, quoi, d'être mis complètement sur le côté parce qu'on n'est pas des réanimateurs, on n'est pas des infirmières qui vont intuber des patients et voilà. Mais en fait, on est un peu derrière. Et oui, les femmes enceintes ne vont pas serrer les jambes pendant 3 semaines, 4 semaines, même plus. Elles vont aussi attraper le Covid et elles vont aussi compliquer leur Covid. Donc, et elles vont arriver massivement. Et puis à côté de ça, il faut continuer à leur proposer un suivi de qualité pour minimiser les chances de complications, quoi. Voilà. Donc, non, ouais, je suis hyper partagée. D'un côté, là, j'ai eu des moments très égoïstes où j'avais juste envie de penser à moi, mon mari et mes enfants. Et puis voilà. Et puis je sais que quand je serai sur pied, je vais pas pouvoir rester chez moi à voir mes collègues qui galèrent, quoi. Et puis non, il y a quand même une partie de moi qui me dit que je suis pas là par hasard
et que une crise sanitaire comme ça, j'ai pas envie de la passer chez moi à regarder les choses avec mon téléphone. Enfin, c'est aussi mon rôle, ce pourquoi j'ai été formée, de répondre à tout ça, quoi. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir été assez préparée. Je suis prête, mais j'ai pas été assez préparée. Le problème de considérer quelqu'un comme un héros, c'est qu'un héros, c'est plus qu'un humain. C'est un surhumain. Il fait preuve d'un courage extraordinaire. Il est un modèle et il remplit une mission qui le dépasse. Alors il n'a pas vraiment le droit d'être faible. Il doit assurer. Il se sacrifie. Il souffre en silence, il ne prend pas de pause, il ne veut pas être payé mieux, il ne réclame pas de reconnaissance, il peut travailler 60 heures par semaine et il ne craque pas. Sauf qu'en fait, ces héros du quotidien, ils n'ont pas vraiment le choix. Ce qui les rend héroïques, c'est leur métier. Donc il faut y aller. Parce que simplement, on a besoin du salaire qui va avec, ou alors on risque de se faire licencier. Les héros de ce moment, ils sont d'abord humains, ils sont vulnérables. Et ce sont nos récits qui les héroïsent et qui parfois occultent tout le reste. Vous venez d'écouter Travail en cours. Chargée de production, Louise Emerlé. Responsable de production, Marion Gérard. Responsable éditoriale, Maureen Wilson. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. L'enregistrement a été assuré par moi-même, chez moi, sous une couverture pour l'isolation sonore. Cyril Marchand était à la réalisation, Olivier Baudin au mixage, la musique est de Jean Thévenin. Et dans notre prochain épisode, on parlera de la zone de confort et de ce qu'on ressent quand on en est expulsé. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.